Bienvenue à cette analyse approfondie sur la sécurité réseau. Aujourd'hui, on se penche sur les systèmes de détection et prévention d'intrusion, les fameux IDPS, et aussi les pare-feux, et on regardera un peu les réseaux Azure. On se base sur une synthèse qui clarifie bien ces points. Alors, une idée reçue qu'on entend souvent, les IDPS, ils ne repéreraient que les menaces déjà connues. Vraiment. Notre mission aujourd'hui, démystifier un peu tout ça, extraire les points clés pour que ce soit clair et rapide. Alors, cet IDPS, le gardien du réseau. On dit qu'il fonctionne avec des signatures pour le connu, mais quid des attaques 0D, celles qui sont toutes neuves? Il est aveugle? Ah, ça, c'est une idée fausse assez répandue. Non, non. Un IDPS, ça utilise bien les signatures, oui, pour ce qui est connu. Mais, et c'est crucial, il utilise aussi l'analyse comportementale. Ou heuristique, on dit parfois. Comportementale. Oui, il surveille le comportement du trafic réseau. Si quelque chose semble anormal, même sans signature correspondante, eh bien, il alerte. Ah, d'accord. Donc il ne se fie pas qu'à sa liste noire. Comment ça marche concrètement si une attaque est totalement inconnue? Imaginez un malware tout nouveau, qui n'est dans aucune base de données. Il commence à scanner les ports de votre réseau de manière très agressive. L'IDPS, lui, via son analyse d'anomalies, va voir ce pic d'activité suspect, ce scan soudain, inhabituel. Hmm. Il n'a pas besoin de signature pour ça. Il peut aussi regarder plus en profondeur dans les paquets, par exemple pour une injection SQL. Oui, Même si la technique précise est nouvelle, il peut repérer la structure suspecte de la requête. Il collecte aussi le trafic pour une analyse plus tard si besoin. C'est vraiment cette double approche signature et comportement qui fait sa force. d'accord, je vois. C'est plus subtil que juste une liste de signatures. Bon, passons au pare-feu. L'image classique, c'est le videur à l'entrée, non? C'est ça. Comment ça s'applique dans un environnement comme Azure qui est plus dynamique? C'est le même principe? Le principe de base, oui, contrôler ce qui entre et sort. Mais sur Azure, on va souvent structurer ça avec ce qu'on appelle le modèle Hub and Spoke. Hub and spoke. Oui, pensez à un noyau central, le hub. C'est là qu'on met les services de sécurité importants, comme un pare-feu Azure, par exemple, et les différents réseaux de l'entreprise, les spokes, ils se connectent tous à ce hub. D'accord. Du coup, tout le trafic, que ce soit entre les spokes ou vers l'extérieur, il est obligé de passer par ce hub centralisé. Ça simplifie énormément le contrôle et la surveillance. Logique pour centraliser, oui. Mais est-ce que ça ne risque pas de créer un goulot d'étranglement ou de rendre la gestion plus complexe à le joint? C'est une très bonne question. Effectivement, il faut bien dimensionner le hub, c'est sûr, pour éviter les ralentissements. Pour la gestion, Azure propose des outils comme les groupes de sécurité réseau, les NSG. Ah oui, les NSG. Voilà. C'est des ensembles de règles de filtrage très fines qu'on applique directement aux machines virtuelles ou aux sous-réseaux. Ça permet de dire qui a le droit de parler à qui, très précisément. En complément du pare-feu central. Exactement, ça fait de la micro-segmentation. L'objectif, c'est toujours de protéger les ressources au plus près. Et puis, il y a des services spécifiques comme Azure Firewall Premium qui garantit une haute disponibilité avec un SLA ou la passerelle VPN pour connecter son réseau local à Azure de façon sécurisée. C'est clair. Parlons maintenant de la gestion des vulnérabilités. On dit que c'est une démarche proactive. Pourquoi c'est si important de regarder à la fois les logiciels et leur configuration? On pense souvent juste aux mises à jour. Ah, mais c'est fondamental. C'est même le point clé. Parce que si vous négligez l'un, l'autre ne sert plus à grand-chose en fait. Comment ça? Vous pouvez avoir un logiciel super à jour, dernier patch installé, mais si la configuration est mauvaise, c'est une porte ouverte. L'exemple classique, c'est le serveur FTP à jour, mais configuré pour autoriser les connexions anonymes. Le logiciel en lui-même est peut-être sûr, mais le réglage crée la faille. Ah oui, d'accord. Et à l'inverse, une configuration parfaite sur un vieux logiciel plein de trous de sécurité connus. Ça ne sert à rien non plus, il faut vraiment les deux. Une double vérification indispensable. Absolument. Et les conséquences, si on néglige ça, elles peuvent être lourdes. Pertes financières, fuite de données, réputation entachée, problèmes juridiques. Oui, l'impact peut être énorme. Exactement. Bon, très clair. Alors, pour résumer rapidement, si j'ai bien suivi, les IDPS, ils voient le connu et l'inconnu grâce à l'analyse de comportement. C'est ça. Les pare-feux filtrent le trafic. Et sur Azure, le modèle Hub and Spoke avec les NSG, ça aide à bien structurer tout ça. Tout à fait. Et enfin, la gestion des vulnérabilités, c'est pas juste les mises à jour logicielles, c'est aussi et surtout la configuration. Précisément. Et pour laisser une petite question en suspens peut-être,
Oui. On parle beaucoup des patchs manquants, c'est vrai. Mais quelles sont ces erreurs de configuration courantes ou ces paramètres par défaut qu'on oublie souvent qui peuvent créer des risques énormes, même quand tous les logiciels sont verts et à jour? Hmm, intéressant. C'est peut-être là, dans ces configurations oubliées, que se cachent pas mal de failles potentielles à chercher activement. Une piste à creuser.